Les blessures au cœur de nos vies. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je viens aujourd'hui avec une introduction sur cette thématique des blessures, car il est important de comprendre que quelles que soient les blessures dont nous sommes, j'allais dire victimes, mais je le retire, donc dont nous sommes, dont nous sommes, c'est compliqué de ne pas dire victime, n'est-ce pas? Dont nous sommes touchés, voilà. Quel que soit le type de blessure, et je vais m'appuyer sur les magnifiques travaux de Lise Bourbeau pour vous parler de ces sujets-là. Il est important de comprendre certaines choses à propos des blessures et bien évidemment à propos du formatage cognitif dont nous sommes qui fait de nos caractéristiques, nous en tant qu'êtres humains. Et donc forcément, on va forcément parler de ce fameux ego qui nous caractérise, nous, êtres humains. Donc, les blessures, vous savez, les blessures, ce sont ces situations, ces mots, ces attitudes qui nous déclenchent, qui peuvent nous faire peur, bien évidemment, voire nous mettre en colère, voire nous attrister. Si on se réfère aux travaux de Laborie, on a ce crescendo qui est qu'on est d'abord dans la peur, dans la volonté de fuir, puis dans la colère, et donc dans une certaine attitude combative, de lutte contre cette agression. Et ensuite, on va dans ce qu'on appelle l'inhibition, la tristesse, la déprime, la dépression. Il faut savoir que nous avons tous des blessures. Et pour cause, ce sont en fait des résidus de souffrance émotionnelle d'une époque où nous n'étions pas en conscience pour faire sens de ce qu'il arrivait, pour prendre le recul nécessaire sur les attitudes, les mots et autres des uns des autres. Et ces vécus souffrants étaient très en lien avec la peur du danger que pouvait représenter une exclusion de l'environnement émotionnel dans lequel se trouve le petit enfant, puisque en général les blessures vont se produire entre 1 et 7 ans. On dit que à 7 ans, toutes les blessures se sont vécues et sont engrammées. Alors, volontairement, je fais cette introduction. Je ferai des capsules concernant chaque blessure afin de ne pas être trop longue et d'être plus digeste, si je puis dire. Donc, ces blessures, en fait, on ne va pas supprimer une blessure. En fait. On va la cicatriser. Ça veut dire que une fois que nous prenons conscience d'une blessure, que ce soit la blessure d'abandon, de trahison, de rejet, d'humiliation ou d'injustice, au départ, alors comme toute chose, au départ, on ne sait pas qu'on est dans cette blessure et on a juste une réaction émotionnelle. Et en général, on va remettre la cause, la faute sur l'autre qui a eu cette attitude, ce mot, cet acte qui nous a blessés. Donc, on va d'abord en prendre conscience. Et si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, c'est que vous avez à cœur de comprendre mieux ce qu'il se joue avec ces blessures émotionnelles. Donc, une fois qu'on en prend conscience, on la comprend, on sait que elle s'est produite. Alors, il n'est pas nécessaire, et je rejoins complètement Lise Bourbeau en ce sens, il n'est pas forcément nécessaire de comprendre le qui, le quoi, le comment, à quand, les circonstances précises, sauf si c'est très invalidant, et auquel cas il peut être très intéressant de faire un travail de prise de conscience et de comment dire, de remémoration avec des techniques de type EMDR, si c'est vraiment quelque chose de très enfoui à des âges très petits, hein, comme la blessure d'abandon peut commencer à quelques mois. Donc
pour être en mesure de gérer cognitivement parlant ce problème. Donc, peu importe ce qu'il s'est joué, etc., il s'avère que vous allez vivre une blessure, vous allez vivre une situation qui va faire remonter cette blessure, qui va vous déclencher. L'idée, c'est de la vivre, de l'accueillir et de lâcher cette cristallisation émotionnelle sur le sujet. Et petit à petit, ce qu'il se joue, c'est que ces blessures sont de moins en moins aiguës, de moins en moins mordantes, et à un moment donné, voilà, ça coule, c'est ok. Vous ne prenez plus les choses personnellement, et vous êtes en toute conscience que ce qu'a fait l'autre lui appartient, que vous, votre réaction vous appartient, et que finalement c'est un jeu qui permet aux uns et aux autres de retrouver leur libre arbitre, leur maturité émotionnelle, leur conscience, leur suprématie. Donc il faut avoir à l'esprit que on peut être dirigé, manipulé par des personnes extérieures, mais que le plus grand manipulateur et le plus grand comment dire, dictateur, c'est bien cette partie inconsciente qui nous fait réagir sur les vécus de tous les jours. Donc, les blessures, elles vont être activées chez les deux parties. C'est-à-dire que vous aurez une personne qui va l'activer parce qu'elle la porte également, et une personne qui va la vivre parce qu'elle la porte également. Donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre que nous avons chacun une responsabilité. Et comme je dis toujours, si nous ne sommes pas responsables de ce qui nous arrive, nous sommes responsables de ce que nous en faisons. Aussi, quand vous vivez une blessure, et que vous vous apercevez qu'il y a quelque chose qui se joue pour vous parce que vous en perdez votre sang-froid, vous en perdez votre contrôle, vous êtes triste, vous avez peur, vous êtes mal, il est important d'aller observer et questionner, de voir quel masque vous portez. J'en parlerai dans les vidéos suivantes pour mieux accompagner cette guérison. Donc, donc prendre la responsabilité, parce que votre alter ego dans ce jeu égotique, on va dire, dans ce jeu de vécu, l'autre ne fait pas les choses de façon forcément consciente. Je mets de côté toutes les attitudes et comportements de type perversion narcissique, d'accord, mais voilà, l'autre va dire, tiens, oh ben dis donc, t'as encore acheté ce produit. Et si vous avez eu une blessure d'injustice, vous pourriez très bien prendre ce propos comme quelque chose d'offensant et de décalé qui va comment dire, qui va vous déclencher. Voilà, donc comme il est écrit dans les accords Toltec, il est très 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 important d'avoir conscience de ça et de ne pas prendre les choses personnellement. Ok, bien évidemment, il y a des limites à ne pas dépasser, on y reviendra peut-être dans les vidéos suivantes. L'autre chose à avoir en tête, c'est que karma, pas karma, peu importe. Comme je dis très très souvent, de toutes les façons, les cartes sont rebattues et rejouées à la naissance. Et on aura tantôt des enfants qui seront laissés seuls parce que la maman a une grave maladie, ou le papa, des enfants qui seront plus dans une sensibilité et donc qui vivront des situations plus difficiles avec des frères et sœurs alors que d'autres le vivent très très bien. On a même fait des études sur les jumeaux, les vrais jumeaux, pour s'apercevoir que eh bien, les choses étaient différentes. Je fais référence entre autres aux travaux de Boris Cyrulnik sur la résilience, ou les travaux de Martin Seligman sur l'optimisme et autres. Donc,
Karma, pas karma, c'est pas très grave, peu importe, on vit sur le moment présent. Et par contre, si vous croyez au karma, ok, vous pouvez revivre des leçons de vie vous permettant d'entériner des apprentissages, mais dans tous les cas, c'est la même chose s'il n'y avait pas cette notion de karma, donc on n'ira pas par là. On a un petit peu tendance à personnifier l'ego en fait. Avoir une espèce de vision de l'ego comme ce petit personnage qui vient occuper toute la place. On dit l'ego a peur de disparaître, l'ego a peur de ci, l'ego a peur de ça. Bon, c'est une vision de l'esprit et je discuterai pas là. Moi, en fait, je vous partage la vision de l'approche neurocognitive et comportementale. En fait, l'ego est une énergie mentale. L'ego, c'est un ensemble de petits programmes, un ensemble de réactions automatiques cognitives, donc qui est engendrée par le fonctionnement du cerveau. Et cette réaction, elle est induite par une peur. Il peut y avoir beaucoup de types de peurs en fait. On peut avoir une peur de ne pas être à la hauteur, une peur d'être jugé, une peur de manquer, une peur d'avoir, une peur de mourir, une peur d'être malade, une peur de parler aux gens. Il y en a plein, 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 plein. Et en fait, c'est la perception réelle ou imaginaire de cette peur qui va court-circuiter certaines capacités cognitives et émotionnelles. On va se retrouver dans une réaction qui va tantôt pousser la personne à rentrer dans un rapport de force avec les personnes qui sont présentes, enfin les personnes ou voire même des systèmes. Hein. Le rapport de force n'est pas toujours de la domination, ça peut être de la soumission par rapport à ces personnes. En tout cas, la personne va fonctionner de façon assez automatisée. D'où cette impression d'avoir un petit personnage qui vit sa vie tout seul et qui demande rien à personne pour pousser vers des attitudes et des comportements assez spécifiques. Mais ça peut être aussi, du coup, cette perception peut aussi entraîner la personne à se raccrocher à des modes de fonctionnement. Et c'est pour ça qu'on dit que l'ego est un ensemble de croyances parce que du coup je suis un peu en mode panique, le cerveau est en mode panique et il va se raccrocher à des choses établies, à des choses qui ont fonctionné, à des il faut, il ne faut pas, je dois, etc. etc. En tout cas, quand on est en présence de cette réaction cognitive, on s'aperçoit que la personne est dans l'impossibilité de raisonner avec la raison, c'est-à-dire de comprendre, d'analyser, de prendre le temps, de prendre du recul, de réfléchir à cette situation et d'évaluer si c'est ok, pas ok, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce qui se joue pour moi, etc. Et d'ailleurs, le fait que nous ne soyons pas en mesure de faire sens de ce qui nous arrive nous fait revivre le vécu petit de l'impuissance face à l'attitude, face au comportement, face aux mots qui sont vécus. Donc on a une espèce de serpent qui se mord la queue et qui va induire encore plus de réactions cognitives de stress au fur et à mesure que cela se produit. Donc, moi j'aime faire la différence entre l'ego et la conscience. En fait, l'ego, c'est une absence de conscience. Quand nous sommes en conscience, et nous, avec l'approche neurocognitive et comportementale qui, je vous le rappelle, est une approche qui a été conceptualisée, entre guillemets, sur base de nombreuses recherches par le docteur Jacques Fradin. Je vous mettrai les références en commentaire, en description, pardon. La conscience permet de ne pas être dans des attitudes égotiques. Donc, si vous voulez garder le terme égo, pas égo, enfin égo mental, etc., c'est ok, il n'y a pas de souci.
prenez ce qui vous convient le mieux. Mais à partir du moment où vous serez en conscience, c'est-à-dire que vous serez dans l'observation, et je vous fais référence à la vidéo que j'avais faite sur intelligence versus conscience. Donc si vous voyez ce qui se passe autour de vous, pour vous, en vous, l'ego n'aura pas sa place. L'ego, c'est le pilotage automatique de survie en situation PLS, comme on aime plaisanter avec certains collègues, qui va chercher à sauver les meubles. Donc, cet ego n'a de sens que dans certaines circonstances, et dans certaines circonstances, on ne parlera pas d'ego, c'est-à-dire que dans une situation extrême de danger, notre système cognitif prend le dessus et nous fait faire des choses de façon automatique, mais qui sont en général des choses qui sont assez vertueuses, de type je m'éloigne rapidement de la source de danger. Donc, l'ego est vraiment une attitude complètement normale et naturelle d'un système cognitif qui est orienté vers la survie. Idem, je vous mettrai en description le lien de la conférence que j'avais donnée lors du Salon de l'Humain il y a quelques années maintenant. Donc, pour que vous puissiez reconnaître l'ego, on va parler de l'ego parce que finalement, peu importe de savoir exactement quelle dénomination on va lui donner, si l'ego nous parle, c'est très bien. Vous allez reconnaître l'ego qui est donc à l'origine de la souffrance émotionnelle qui va créer et qui va mettre en lumière ces blessures. Ben, l'ego, il va faire plusieurs choses. Alors déjà, il va utiliser les critiques. Il est très critique. Il critique envers les autres, phénomène de miroir, critique envers soi-même. Donc, je vous fais référence aux accords Toltec à nouveau. Quand les accords Toltec vous disent que votre parole doit être impeccable. Donc, le fait de critiquer, de se critiquer et de critiquer les autres vous montrera que vous êtes dans l'ego. L'ego va faire des généralisations. C'est toujours comme ça, c'est jamais comme ça, voire des affirmations sans aucune porte de sortie. L'ego ne questionne pas. L'ego, enfin, il ne questionne pas. Méfiez-vous de cette petite voix qui vous dit « Oh là là, fais attention, on ne sait jamais s'il avait une mauvaise intention envers toi. » Sois vigilant parce qu'elle a fait ça, on ne sait jamais. Voyez, donc ça, c'est pas vraiment une interrogation. Une interrogation, c'est une question ouverte de type, tiens, que se passe-t-il pour moi là? Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Qu'est-ce qu'il est en train de se jouer? Pourquoi ai-je eu cette réaction? D'accord? Et une personne qui va dire ah, mais de toute façon, ça m'arrive toujours à moi. C'est l'ego qui parle. C'est pas parce que cette personne a vécu un type de situation à de nombreuses reprises que il n'y a pas eu d'exception ou autre. D'accord? Ce qui ne veut pas dire qu'il faut refuser ce que la personne vous dit, mais voilà, c'est juste des indications. L'ego est très normaté, très formaté. Il est dans la norme et donc il est dans le il faut faire, il est dans c'est bien, c'est pas bien, dans tout ce qui est jugement. Dès qu'il y a un jugement donc qui fait référence à cette généralisation, on est dans l'ego, on est dans ce formatage, on est dans cette espèce de système de croyance, dans ce paradigme de référence auquel on s'accroche parce que ça nous donne l'impression d'être plus en sécurité. Sauf que parfois, les paradigmes, les systèmes de croyance et les habitudes sont mis à mal et on peut dire qu'en ce moment, on est un peu servi pour ça. Donc, il est dans le mode conditionnel dans la mesure où il va faire des suppositions. Ah, si j'étais plus, si j'étais moins, s'il avait fait ci, s'il avait fait ça, s'il s'était passé ci, s'il s'était passé ça, bref. On est toujours dans cette espèce d'extériorisation des causes de ce que je suis en train de vivre. Alors que rappelez-vous, l'idée c'est de
prendre la responsabilité de ce qui se joue pour nous quand on est dans ce ressenti émotionnel lié à une blessure. D'accord? Blessure égale ego en action, je vous le rappelle. Et l'idée, c'est de pouvoir prendre de la distance pour faire en sorte que cette blessure finisse par être désactivée, cicatrisée, qu'elle ne soit plus cause de réaction cognitive pour le coup. Donc, l'ego va de pair avec la peur, donc bien souvent les gens vont être à la recherche de compliments, de certitudes, voire même les gens qui n'acceptent pas les compliments vont être dans une, soit elles sont dans un absolu et donc tant qu'elles n'ont pas 25 sur 20, ça ne les satisfait pas. Voilà, il a du mal en fait avec ces situations et donc il va avoir tendance à se justifier, à se défendre, à trouver des excuses extérieures à sa propre, à soi, d'accord? L'ego, cette partie cognitive automatique, ne peut utiliser que ce qu'il connaît, que ce qu'il a vécu. Et vous voyez, je le personnalise, mais et c'est pour ça que c'est embêtant de parler d'ego, mais bon, on va rester avec ça. Donc, dès que quelque chose sort de la zone de confort, on va avoir cette réaction à trouver des raisons qui nous déculpabilisent. Et en fait, c'est très étonnant parce que d'un côté, on cherche à se déculpabiliser, mais on va culpabiliser l'extérieur, on va culpabiliser l'autre, on va culpabiliser le sort, on va culpabiliser le manque de chance, le manque de ci, le manque de ça. Et tout à l'heure, je parlais du karma. Il y a des personnes qui vont dire « Ah, mais oui, mais qu'est-ce que tu veux? C'est son karma. » Ou « Ah, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? J'ai pas le choix. » On a toujours le choix. Hein. On a toujours le choix et on a aussi le choix de ne pas faire de choix. Ça n'en demeure pas moins qu'un choix. Donc, le mental a beaucoup de mal à écouter. Et ça, c'est assez intéressant parce que quand on connecte cette caractéristique avec la comparaison, vous allez pouvoir évaluer dans quelle mesure, quand vous êtes dans une relation, que ce soit avec une personne ou avec plusieurs personnes, vous allez observer les personnes qui coupent la parole à la personne qui l'a, pour dire « Ah oui, mais moi aussi, tiens, ça me fait penser à ça. Ah, mais tiens, moi aussi, je suis pareil. Ah, mais si, ah, mais ça. » Et j'avoue que c'est une caractéristique du mental qui est très... qui est probablement une des caractéristiques les plus complexes à dénouer et à observer. Parce qu'on peut avoir beaucoup de maîtrise sur d'autres points. Celle-là, elle est un peu complexe. Peut-être que je parle de moi. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai observé et c'est quelque chose sur lequel je cherche à agir afin de ne pas couper la parole pour parler de moi. Vous allez me dire, là, aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est parfait. Personne ne me coupe la parole. J'ai trouvé une technique. Donc, on en a déjà parlé, l'idée c'est d'être dans le moment présent, c'est-à-dire que l'ego a du mal à être dans le moment présent. Cet automatisme va passer du passé, de ce qui est connu, de ce qui a été vécu, au futur. Donc les affabulations mentales de type oui mais s'il se passe ça, oui mais il risque de se passer ci, ou alors ça peut être une affabulation positive aussi. Hein. Et puis à la limite je vous dirais dans ce cas-là c'est bien si ça vous nourrit, mais il ne faut pas que ce soit trop décalé de la réalité, et encore que il faut. Donc voilà, en tout cas le moment présent, c'est compliqué pour cette réaction mentale et pour cause, puisque c'est la gouvernance adaptative qui est dans ce focus du moment présent. Donc l'automatique versus l'adaptatif. L'automatique c'est passé futur, l'adaptatif c'est le moment présent. Donc soyez vigilants aussi quand vous observez vouloir aider les autres sans qu'ils vous demandent quoi que ce soit. De vouloir faire le bien pour les autres, alors c'est tout à fait louable, mais
voyez ce qui se cache, quel est l'objectif de l'aide. Est-ce que c'est pour vous rassurer? Est-ce que c'est pour vous donner de l'importance? Est-ce que c'est pour vous assurer que probablement la personne va faire la même chose pour vous et que donc vous aurez un bénéfice à donner en attendant de recevoir? C'est aussi une possibilité. Et enfin, comment dire, l'ego va avoir cette dimension d'orgueil. C'est assez très intéressant parce que cette réaction cognitive va chercher à avoir le devant de la scène. En fait, on dit souvent qu'une personne orgueilleuse est une personne qui a finalement assez peu confiance en elle, qui a besoin de briller, qui a besoin de se faire remarquer, qui a besoin d'avoir l'aval, de s'entendre dire qu'elle a raison, etc. etc. Et dans cette dynamique de chercher à prouver qu'elle a raison, on dit souvent que cette réaction cognitive est une façon de recevoir les honneurs, de recevoir comment dire, l'information, le signal qu'elle est importante, alors que finalement, l'idée c'est de savoir à l'intérieur de soi qu'on est important. Peu importe, on est tous différents et les validations extérieures ne sont qu'un signe de manque de confiance interne. Voilà pourquoi, en fait, comprendre ces blessures permet de devenir une meilleure version de soi. C'est une version de soi qui va être libérée de tous ces mécanismes automatiques qui, en fait, nous empêchent de vivre cette sérénité, nous met dans des réactions automatiques de défensive, des attitudes involutives. Involutif étant le contraire d'évolutif, c'est-à-dire que on se, comment dire, on se dessèche, on n'ose pas faire les choses, et souvent les personnes en fin de vie qui ont souffert de ces blessures se le regrettent de ne pas avoir fait les choses qui faisaient chanter leur cœur, de ne pas avoir osé, et finalement de ne pas avoir été dans cette liberté de vivre les choses, parce que voilà, elles craignaient de revivre ce qu'elles avaient déjà vécu par ailleurs, et elles croyaient que ça allait se reproduire, etc. etc. Donc prendre conscience de ces blessures, et on traitera, je traiterai, comme je vous l'ai dit, les blessures de façon individualisée, même si parfois on fera référence à des interactions entre blessures, vous permettra de mieux les comprendre. Je vous invite à reparcourir cette vidéo en allant voir la partie sur le fameux ego et les caractéristiques de l'ego, parce qu'au plus vous aurez de caractéristiques, au plus ça veut dire que vous avez une ou plusieurs blessures. Lise Bourbeau explique que nous avons tous au moins 4 blessures, donc au moins abandon, injustice, trahison et rejet, et que par contre nous n'avons pas tous la blessure d'humiliation. Ça laisse quand même pas mal de travail. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je reviens vers vous le plus vite possible pour donc vous partager les caractéristiques des blessures dont je viens de vous parler, et comment faire pour les reconnaître et le plus possible s'en libérer. D'ici là, un petit pouce peut-être si vous le désirez, si ça vous a plu, vers le haut ou vers le bas. Si c'est vers le bas, expliquez-moi ce qui vous a manqué. Je suis à l'écoute de vos questions, et surtout, si vous pensez que ça peut être utile à des personnes que vous connaissez, partagez-leur cette vidéo. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous.